Chers amis, bonjour. C'est une conférence un peu particulière et remarquable puisque nous avons trois groupes qui sont réunis. La SABIX, ami de la bibliothèque et du musée de l'école, représenté par son trésorier et son président. Voilà, que je suis heureux de saluer. Voilà. Les X Israël, représenté par son président. Et son fondateur. Et son fondateur, tout à fait. Et puis X Résistance, dont je suis le président, voilà, et dont Olivier est le trésorier. Donc, c'est une conférence un peu particulière et je suis très heureux que vous soyez tous là. J'en dirai pas plus d'ailleurs, et je vais céder la parole à Olivier, sauf quand même que nous avons un petit cocktail derrière, puisque ça fait partie des traditions de la maison. Ça nous aide à mieux nous connaître et à mieux nous apprécier ensuite. À tout à l'heure. On a une conférence en deux parties. D'abord, une présentation de Michel Gaspard qui parlera de son père Lucien Gaspard, X 1940, dans le cadre de cette conférence Ces polytechniciens qui ont sauvé les Juifs sous l'occupation. Et ensuite, je vous présenterai les 7 polytechniciens justes parmi les nations, ce qui est une exclusivité puisque jamais le dénombrement n'avait été fait. Michel, c'est à toi. Merci Olivier. Merci Olivier. Alors je demanderai un peu d'indulgence parce que j'ai eu peu de temps pour préparer cette intervention, donc j'ai utilisé beaucoup de matériaux que j'avais, mais je n'ai pas eu suffisamment de temps, assez de temps que je n'en aurais voulu pour mettre en ordre et faire quelque chose de bien cohérent, mais je pense que ça devrait. Vous pouvez parler plus fort? Passer, oui, je vais parler un peu plus fort. Ça va là? Vous m'entendez bien? Ça va? Bon. Donc, j'ai fait ça en 4 parties. D'abord, Lucien Gaspard, mon père, avant l'X, 1921-1940. Ensuite, 1940, l'année terrible. 1941-44, les années funestes, c'est logique. Et l'après-guerre, 45-73. Donc, d'abord, on commence par le commencement. Les parents de Lucien Gaspard s'appellent Lucienne Bégon et Abel Gaspard. Ils se marient les 13 et 14 juillet 1920 à l'église Saint-Vincent-de-Paul et à Montmartre. Vous voyez d'ailleurs sur cette photo d'époque l'église Saint-Vincent-de-Paul au pied de la butte Montmartre. C'est là qu'ils sont mariés. Ils aimaient beaucoup se promener en vélo, comme vous voyez, avec des canotiers de l'époque. C'était en 1920. Alors, oui, j'ai un problème, il faudrait que je masque cette barre-là. Quelle barre? Olivier, tu vois, il y a une barre là qui me… Non, mais elle n'apparaît pas à l'écran, ni dans le Zoom. Oui, d'accord. Et moi, ça m'empêche de lire ce que j'ai écrit. Lis sur mon iPad. Oui, très bien. Donc, les parents de Lucien Gaspard. Alors, d'abord, un milieu social modeste, ce qui n'est pas le cas de tous les polytechniciens. Traditionnellement, les polytechniciens sortaient de milieux plutôt favorisés. Ce n'était pas le cas de Lucienne. Sa mère était couturière de quartier au pied de la butte Montmartre. Et son père, paysan ouvrier des Vosges d'origine, rescapé de 4 ans de guerre. Il avait été mitrailleur, il avait été gazé à Ypres, il avait fait la campagne de Macédoine, blessé à la bataille de Monastir, Verdun, les Monts de Flandre, où il avait été gazé une 2e fois. Il était sorti de tout ça. Il était employé aux écritures au Gaz de Paris, il avait simplement le certificat d'études. Et donc, c'était une famille assez modeste, comme il y en avait beaucoup, dans le 10e arrondissement de Paris, au pied de la butte Montmartre. Ils habitaient au 52 rue Chabrol. Vous voyez, c'est une carte postale d'époque, de 1935. C'est très intéressant. Et on voit mes grands-parents à la fenêtre, Abel et Lucienne Gaspard. Les gens faisaient des cartes postales comme ça pour avoir des souvenirs ou les envoyer à la famille. Lucien Gaspard, enfant modèle, élevé surtout par sa grand-mère montmartroise, Marthe Bégon. Vous voyez là un jour de distribution des prix en 1932. Et enfant de chœur modèle à Saint-Vincent-de-Paul. Il était soliste de la chorale, il avait une voix magnifique. Le jeune Lucien Gaspard devient un élève brillant du lycée Rollin, boursier, où pendant 6 ans, il suit, entre autres, les courses d'un certain professeur Paul Lévy, qui deviendra son beau-père, qui a été mon second grand-père. Voilà. C'est arrivé de Strasbourg à Paris en 1933. Linguiste assez réputé, d'ailleurs, pour les langues germaniques. Vous voyez ici qu'en 1935, l'élève Gaspard avait demandé de passer directement de 4e en seconde
pour prendre une année d'avance. Et avec le commentaire, c'est sur les registres du lycée, très intelligent, travaille peu à la maison. À la maison, c'était l'atelier de couture, il y avait un défilé permanent de, voilà, il travaillait peu à la maison, et puis il se débrouillait très bien. Alors, lycée Rollin, 1936-37, il est en terminale, et toi, tu as un problème aussi. Lucien, nous, à ce moment-là, une amitié, une grande amitié avec Misha Bienenfeld, un garçon qui était dans sa classe, un juif d'origine polonaise, arrivé à Paris à sa naissance, pratiquement. Et l'année suivante, c'est l'hypotope, la prépa du lycée Rollin, où on le trouve ici de nouveau avec son grand copain Misha Bienenfeld. Et ce professeur de physique-chimie, qui était un personnage extraordinaire, que j'ai moi-même très bien connu, ainsi que son fils Albert Cohen, donc Fernand Cohen, professeur de physique-chimie agrégé, et Albert Cohen, et ils deviennent trois grands copains. Et bien sûr, avec l'aide de très bons élèves, avec l'aide du professeur de physique. Voilà, un jour de distribution des prix, c'était la dernière en 1938, puisque ensuite ils sont partis vers d'autres horizons, vous allez voir, Misha Bienenfeld, Lucien Gaspard, les deux grands copains qui fêtent leur distribution des prix au lycée Rollin. Alors, un rappel de l'ambiance de l'époque à Paris. 40 ans après l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme prolifère de nouveau dans la presse et la radio, attisé par le Front populaire en 1936. Et donc, vous voyez que la presse d'extrême droite s'exprimait beaucoup. Il y avait une sorte d'antisémitisme banal. Heureusement, aujourd'hui, on a des lois qui interdisent ce genre de publication, mais elles vont se réfugier sur les réseaux sociaux qui sont assez actifs de ce point de vue-là. Alors, Lucien Gaspard devient éclaireur, comme beaucoup de jeunes de sa génération. Les mouvements d'éclaireurs étaient extrêmement prospères. 1935, au Square Saint-Vincent-de-Paul, ici, avec ses louveteaux et son ami chef de patrouille. Alors, troupe de Montmartre, l'enfance heureuse. Ici, une photo d'un camp de vacances d'éclaireurs, toujours avec son grand ami Misha Bienenfeld. Le banquet de l'enfance heureuse, ici, Salon Vianney en 1937, tous les ans au printemps, il y avait un grand rassemblement pour préparer toute la saison, les sorties, etc. Et on voit sur cette photo Lucien Gaspard tout au fond et en haut, et un certain Robert Kahn, qui n'est pas étranger à Olivier, puisque c'est sa famille. Je vais en parler un peu plus loin. Ce Robert Kahn était plus âgé que mon père, mais c'était un petit peu son alter ego qui le guidait dans les activités éclaireuses. Alors, l'enfance heureuse, c'était un mouvement éclaireur de Montmartre créé par une certaine Germaine Fonsèque, qui était une féministe de la première heure, dont le mari était sculpteur et qui avait été l'un des fondateurs des mouvements Dreyfusards. On voit sur cette photo des personnages dont je vais parler, qui sont sur la photo de droite à gauche Jacques Bergier, qui a été célèbre après la guerre, j'en parlerai un petit peu. Cette tante Germaine Fonsèque, la fondatrice de l'enfance heureuse. Au milieu, Colette Chaise, qui était une cheftaine, qui deviendra la femme de Robert Kahn, dont j'ai déjà parlé. Et tout à droite, Alfred Eskenazi, qu'on voit aussi en bas sur la photo de gauche. Alors, cette famille Kahn de Montmartre était un peu un pilier de ce mouvement éclaireur et de beaucoup d'activités. C'était la famille d'Olivier Hertz, justement, qui pourrait en parler davantage que moi, puisque on voit sur cette photo, sur la photo de gauche au milieu, René Kahn, qui je crois était l'oncle d'Olivier. Et ses deux frères, l'aîné Roger, le plus jeune Robert Kahn, donc le grand copain de mon père. C'est des gens que j'ai très bien connus après la guerre, surtout Robert Kahn. Alors, la sœur aînée qui s'appelait Madeleine, en haut à droite, et une sœur plus jeune, Madeleine, qui nous a quittés il y a assez peu de temps, il y a seulement 2 ou 3 ans. Vous avez en bas une photo récente.
Sur cette photo qui date de 1933, on voit toute la famille réunie. À droite, c'était le jour du mariage de Raymond Dreyfus et de Madeleine Kahn, donc l'aîné de leur fille. Et vous voyez à gauche le plus jeune, c'est René, donc l'oncle d'Olivier, je ne me trompe pas. Le père de famille, Félix Kahn, qui était interprète pendant la Première Guerre mondiale. Il parlait parfaitement l'anglais, ils avaient des affaires en Angleterre. Il servait d'interprète entre les Français et les Anglais pendant les combats. Sa femme, Charlotte Koblenz Kahn, et les trois garçons, et la plus jeune, Martine, en bas. Les Kahn habitent Dunkerque, tout près du lycée Rollin. Ils sont voisins et amis de la famille du professeur Fernand Cohen, dont j'ai parlé un peu, mais dont je parlerai beaucoup plus tout à l'heure. C'était une sorte de petit groupe de grands amis qui étaient très impliqués dans les mouvements éclaireurs et qui étaient très impliqués, bien sûr, au lycée Rollin, dans les activités d'enseignement. Alors, les éclaireurs, les Kahn, piliers de l'enfance heureuse, éclaireurs du pouvoir, ils avaient créé un théâtre pour animer les feux de camp avec des théâtres professionnels, certains deviendront célèbres, je n'en parle pas maintenant, qui s'appelait le clan des compagnons du feu de camp, et dont Robert Kahn et Colette Chaise, grande cheftaine, future épouse Kahn, étaient un petit peu les principaux animateurs. Sur cette photo que vous avez déjà vue, je vais parler de Jacques Berger, de Alfred Eskenazi et de Colette Kahn, qui ont donc joué un très grand rôle dans ce mouvement. Et ensuite, on va retrouver à Lyon pendant l'occupation allemande. Alors, Jacques Berger et Eskenazi seront de 1941-43 à Lyon avec leur professeur André Elbronner. Ce André Elbronner était le directeur du laboratoire de physique de la Sorbonne. C'était des chercheurs de pointe dans le domaine de l'énergie nucléaire. Fondateur et animateur du réseau, pas de l'énergie nucléaire, pardon, de la physique nucléaire. Fondateur et animateur du réseau des ingénieurs Marco Polo, qui sera intégré en 1942 au BCRA. Et ce réseau des ingénieurs était caché à Villeurbanne, dans l'institut de Marc Pellet, chef régional à Lyon des éclaireurs de France. Donc, c'était toute la nébuleuse des éclaireurs de France qui se retrouvait à Lyon pendant l'occupation allemande et dans ces débuts de résistance. À l'Institut des jeunes aveugles de Villeurbanne. Tous seront arrêtés en 1943 et 1944, torturés. C'était le Fort Montluc, torturés, déportés, assassinés. Seul de l'équipe de Marco Polo à Lyon, Bergier survivra dans des circonstances qu'il a racontées lui-même, assez terribles. L'Institut de Marc Pellet fut aussi, en 1942-1943, un lieu de cache d'enfants juifs par l'OSE. Et je vais en parler aussi parce que Madeleine Kahn, la sœur aînée des Kahn, était responsable de l'OSE à Lyon pendant l'occupation. Voilà, on retrouve ici les Kahn. Alors, Madeleine Kahn-Dreyfus, dont on a vu le mariage en 1933, responsable de l'OSE à Lyon, sera arrêtée à l'Institut Pellet. Ça passait un coup de filet de la Gestapo ou des services secrets allemands en novembre 1943. Elle s'occupait d'enfants juifs cachés. Elle a été donc arrêtée alors que les Allemands cherchaient le réseau Marco Polo qu'ils avaient trouvé, mais en même temps, sans le savoir, ils ont arrêté des gens qui étaient là pour s'occuper d'enfants juifs cachés. Voilà, déportée, elle reviendra grâce à des subterfuges dont je ne peux pas entrer dans les détails. Voilà cette photo de Colette Kahn à l'époque. Alors, Lucien a fait son année de taupe de maths spé à Orléans. Toutes les prépas parisiennes étaient repliées, comme on disait à l'époque, en province, à cause des craintes de bombardement de Paris. C'était le début de la guerre. C'était la drôle de guerre. Mathématiques spéciales 2, lycée Potier à Orléans. On le voit ici sur cette photo, avec sa calotte de taupin traditionnelle. Et admissible après les écrits en mai, Lucien sera en vélo de Paris à Bordeaux pour passer les oraux à partir du 20 juin, en plein exode, avec une joyeuse bande de taupins d'Orléans, dont Jean Brulet, qui était le meilleur ami de Bernard Lévy, qu'on connaît bien, je crois, que vous connaissez bien, que vous avez bien connu dans cette institution. Vous voyez ici les images de l'exode, cette chose terrible, en mai-juin 1940. Alors, j'en profite bien sûr pour rendre l'hommage qu'il mérite à Bernard Lévy,
reçu au concours de 1941 à Lyon, donc un an après mon père, classé bis comme tous les élèves juifs, mesure discriminatoire de Vichy. C'est écrit sur sa fiche en bas à droite, n'a pas le droit aux emplois de l'État. Voilà une photo de Bernard Lévy, ça devait être en 2012-2013, je l'ai beaucoup vu à ce moment-là, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà son ouvrage X bis, un juif à l'école polytechnique, mémoire 39-45. Dans ce livre, j'ai retrouvé finalement toute la vie de mon père à Polytechnique, puisqu'ils étaient en même temps ensemble, ils suivaient quelquefois, non, ils ne devaient pas suivre les mêmes cours, il y avait une année de décalage. Bernard Lévy, à 94 ans, m'a accompagné 2 fois aux archives de l'X à Palaiseau pour l'exploration des archives des promotions 40 et 41. Et il y a beaucoup d'images que j'ai ici, que j'ai tirées de cette exploration d'archives avec et grâce à Bernard Lévy, auquel je dois un grand remerciement. Voilà. Je vais passer au suivant. On a le temps, il n'y a pas de problème. On a un quart d'heure. Voilà, donc on arrive à l'année terrible, 1940. Voilà, nous sommes en 1940, l'année terrible. Juin 1940, les familles Cohen et Bienenfeld sont réfugiées à Bordeaux depuis 1939. Beaucoup de gens étaient partis de Paris au début de la guerre, crainte des bombardements allemands. Nisha et Albert sont aussi candidats à Nisha Bienenfeld, Albert Cohen, qu'on a vu, le fils du professeur de physique de Rollin, également candidat à Polytechnique. Ils suivent la taupe de Bordeaux au lycée Montaigne. Lucien passe les oraux à Bordeaux. Il est arrivé en vélo. Les Allemands arrivent. Il est arrivé d'ailleurs avec une bande de taupins d'Orléans, dont faisaient partie certains amis de Bernard Lévy, qui les a accueillis à Bordeaux. Bernard Lévy raconte au début de son livre qu'il a accueilli à Bordeaux en 1940 une bande de taupins d'Orléans admissibles dont faisait partie mon père. Albert et Jean Cohen, Nisha Bienenfeld, Suzanne et Fernand Cohen, c'est une photo prise par Lucien vers la fin de juin 40, un moment de détente dans la forêt près de Bordeaux. Le professeur Fernand Cohen aidait les taupins admissibles. Il y en avait 2 ici. Il y avait mon père qui prenait la photo et Nisha Bienenfeld qui a été admissible également. Il les aidait à préparer les oraux du concours. Voilà, il était professeur à la prépa à Saint-Cyr, ça s'appelait la Corniche, à Bordeaux, pendant cette période. Alors, Lucien Gaspard reçu au concours de 1940, avec en 40e position, et avec la cote bébé, ça s'appelait comme ça pendant les balutages. Il y avait des cotes, et donc Lucien, qui était le plus jeune de sa promotion, avec la cote bébé. Voilà une photo de. Alors, l'école polytechnique s'est installée sur la demande du. Oui, non, je vois, ça va. L'école est installée à Lyon, démilitarisée, sur la demande des Allemands, par le gouvernement de Pétain, de Vichy. Et l'école s'installe dans l'école du service de santé militaire, avenue Berthelot, que certains connaissent bien parce qu'ils l'ont visité. Aujourd'hui, c'est le musée de la Résistance. Et en même temps, il y a une aile qui est l'école régionale d'administration. L'aile gauche, c'est le musée de la Résistance. Voilà à quoi ressemblait l'école du service de santé militaire en 1940 ou un petit peu avant. Et à droite, vous voyez, c'est tiré des archives de la promotion 40, vous voyez le réfectoire tel qu'il était en 1940, où les élèves prenaient leur repas. Alors, un petit rappel historique sur la gouvernance de l'école polytechnique pendant l'occupation allemande. Il y a eu trois ministres de Pétain en charge de l'école. Jean Berthelot, 1940-42, Robert Gibran en 1942, pas très longtemps, c'était au moment d'Arlan, Premier ministre de Pétain, ça n'a pas duré très longtemps. Et ensuite, Jean Bichelon, pour la fin de la guerre, 43-44. Ils étaient tous les 3 polytechniciens, naturellement. Alors, Jean Bichelon était connu parmi les polytechniciens de l'époque comme étant le major des majors, parce qu'il était celui qui avait eu le record de sigma, le total des points au concours, et donc on l'appelait le major des majors. Malheureusement, Jean Bichelon a été aussi un major de la collaboration, parce qu'il est devenu le ministre de l'Industrie et de la Main-d'œuvre, je crois, de Pétain.
Et à ce titre, c'est lui qui a fait les lois du service du travail obligatoire pour faire plaisir à son ami Albert Speer, qui faisait le même travail à Berlin, et donc qui ramassait toute la main-d'œuvre possible pour l'industrie militaire allemande. Et donc, c'est Jean Bichelon qui, en même temps, a envoyé les promotions 43 et 44 en Allemagne pour le service du travail obligatoire, sauf les élèves qui ont préféré prendre le maquis ou prendre un bateau pour l'Afrique du Nord ou pour l'Angleterre. Voilà. Jean Bichelon a fini assez mal. Il s'est retrouvé à Sigmaringen avec ce qui restait du gouvernement de Vichy à la fin de 1944, au début de 1945, et il est mort en Allemagne très peu de temps après. À l'école du service de santé militaire, donc, où se trouvait Lucien avec tous ses camarades, il se trouvent les deux promotions 39 et 40 qui suivent leur première et leur seconde année à l'école de santé militaire en 41 et 42. C'était assez compliqué à cette époque, puisque les promotions 38 et 39 avaient combattu au début de la guerre. Donc, la promotion 38, dont faisait partie André Bollier, le père de Vianney, la promotion 38 avait fait sa première année, mais ensuite avait combattu en 39. La promotion 39 n'avait pas fait sa première année. Donc, la promotion 39 devait faire sa première année qu'elle a faite en même temps que la promotion 40, celle de mon père, pendant que la promotion 38 faisait sa seconde année et était casernée à la caserne Jeanne d'Arc à Villeurbanne. C'était pas très facile pour eux parce que c'était un petit peu Villeurbanne n'était pas du tout en ville, c'était à 8 ou 9 km en dehors de la ville et c'était des terrains vagues et des terrains agricoles et des usines. Voilà. Donc, à Villeurbanne, la promotion 38 en 40-41, celle d'André Bollier, la promotion 41 en 41-42, c'était la promotion dont faisait partie Bernard Lévy avec un certain nombre de gens. Retour de l'école à Paris à Pâques 43, après l'invasion de la zone sud par les Allemands. Voilà, rentrée en novembre 1940, l'école est installée à Lyon, donc démilitarisée, et vous voyez ces photos tirées des archives, la remise des épées à la promotion 1940, et Lucien Gaspard, très fier, avec son uniforme tout neuf. Oui, un petit mot sur l'uniforme, l'école était démilitarisée, mais pratiquement toutes ces traditions ont été maintenues pendant cette période. Simplement, on avait enlevé de l'uniforme les grenades et tout ce qui était un peu militaire pour les remplacer par des feuilles de laurier ou des choses comme ça. Voilà, c'était les seuls symboles qui disparaissaient. Alors, les amphis de l'école de santé sont trop petits pour les deux promotions en première année, et donc les cours pour les deux promotions, 39 et 40, sont faits au cinéma Comédia, en face, avenue Berthelot, en face de l'école. Et vous voyez ici des photos qui étaient prises par des élèves, cours du célèbre mathématicien. C'est une personne qui parle, c'est ça. C'est bon, c'est ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Il fait un cours. C'est un cours? Oui, c'est le cours du professeur Paul Lévy. C'était un autre Paul Lévy, célèbre mathématicien d'époque. C'était un père de la théorie moderne des probabilités. Ce n'était pas n'importe qui, ce Paul Lévy. Il a dû lui aussi entrer en clandestinité en 41, en 42 à cause de son nom. Voilà, alors quelques souvenirs, c'est tiré déjà des archives de mon père, des photos de l'époque, on voit les groupes dans leur casernement, les activités sportives, la chiade, les examens, tout ça. À droite, on voit l'uniforme d'intérieur qui était l'uniforme des chantiers de jeunesse que les élèves devaient porter quand ils n'étaient pas en uniforme, ce qui était plus rare. Alors, une innovation de l'époque, c'était les travaux manuels qui ont été introduits à l'époque. Je pense que ça a été supprimé, c'était un peu l'idéologie vichiste. Il fallait que les futurs chefs connaissent la vie quotidienne des gens qu'ils auraient sous leurs ordres. Et donc, en haut et à droite, d'ailleurs, c'est mon père, qu'on reconnaît très bien, en train de forger ou quelque chose comme ça. Et alors, tout ça se passait dans les caves de l'école de santé en 1941-42. Ces caves qui ont servi ensuite de prison et de salle de torture de la Gestapo, puisque comment s'appelait le bourreau de pardon? Klaus Barbie. Oui, Klaus Barbie. Voilà, merci beaucoup. C'était la Gestapo de Klaus Barbie qui s'est installée dans l'école de santé service militaire à l'arrivée des Allemands, début 43, je pense. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'école est retournée à Paris à Pâques 43.
Il y avait les activités sportives étaient très intéressantes. Il y avait une coupe Borotra. Borotra était le ministre de la jeunesse du gouvernement Pétain à l'époque, célèbre tennisman des années 20 et 30. Et donc, ancien polytechnicien lui-même. Donc, il y avait une coupe Jean Borotra organisée au Stade Gerland en 1941 qui a marqué les esprits avec toute l'idéologie pétainiste qui s'affichait, bien sûr, sur le stade, être fort pour mieux servir, etc. Alors, voilà aussi des photos souvenirs tirées des archives. Les professeurs de l'époque, dont mon père et beaucoup d'autres, même après la guerre d'ailleurs, ont suivi les cours. Je n'énumère pas tous. Alors, il y avait un professeur de français et d'histoire, un certain Paul Tuffreau, qui était une figure tout à fait remarquable, que mon père d'ailleurs avait eu comme professeur de lettres au lycée Rollin avant la guerre, et qu'il retrouvait comme professeur de français et d'histoire à Polytechnique. J'ai une composition, une copie de français de 41, rédigée par mon père, qu'il a conservée, qui raconte son exode et son trajet de Paris à Lyon en vélo avec les Taupins d'Orléans. C'est quelque chose de passionnant. Il y avait aussi ce Louis le Prince Ringuet, professeur de physique, qui a marqué des générations, une véritable idole pour certains. Il y a, vous voyez en haut au milieu, le professeur d'économie politique qui s'appelait Divisia, dont j'ai connu le fils. J'ai travaillé avec lui à Londres à la fin des années 90. C'était assez amusant. Voilà, 1941-42 toujours. Présentation au drapeau de la promotion 1940 à la caserne Jeanne d'Arc de Villeurbanne, loin de la ville. Et c'était une histoire doublement rocambolesque. La présentation elle-même était une histoire rocambolesque parce qu'elle s'est faite sous la pression des élèves qui voulaient absolument cette présentation, qui est une tradition importante pour l'école. Mais le gouvernement de Vichy s'opposait à cette manifestation un peu militaire et nationale, qui, si elle avait été organisée à Lyon, à l'école de santé militaire, aurait pu susciter des manifestations anti-allemandes. Et donc, finalement, sous la pression des élèves, ils l'ont faite quand même, mais à Villeurbanne, c'est-à-dire à 8 ou 9 kilomètres au milieu de la campagne. Alors, doublement rocambolesque parce que pour une présentation au drapeau, il fallait un drapeau. Vous le voyez d'ailleurs sur cette photo. Voilà. Et ce drapeau, eh bien, il avait été laissé au moment de la défaite, au moment de la débâcle, entre les mains de l'archevêque de Bordeaux. Et donc, il fallait récupérer le drapeau qui était de l'autre côté de la ligne de débarcation. Donc, c'est Bernard Lévy qui racontait ça. Il y a eu une expédition extraordinaire avec l'accord silencieux du ministre de Vichy qui avait quand même été informé. Donc, une expédition extraordinaire à travers la ligne de démarcation de Durousseau, Saint-Géron et Ramadier, des élèves de la promotion 1939, et le drapeau a traversé la ligne de démarcation enroulé autour du corps de ce Ramadier, qui était d'ailleurs le fils du père des lois sociales du Front populaire, qui a d'ailleurs été ministre encore après la guerre. Voilà, Paul Ramadier, exactement. C'était son fils qui a rapatrié le drapeau. Il lui a fait traverser la ligne de débarcation. Il était donc là pour le jour de cette manœuvre. Alors là, je vais parler un peu de la vie parallèle de Lucien Gaspard à Paris pendant ses vacances et ses congés. Car les élèves parisiens voyagent de Lyon à Paris pour les congés par un wagon spécial qui part de la gare Perrache, sauf les élèves juifs, qui étaient interdits de traverser la ligne de démarcation, traverser la ligne à Chalon-sur-Saône. Alors ici, vous avez des photos souvenirs faites à Paris. Lucien avec ses parents et sa grand-mère, Marthe Bégon, qui a joué un grand rôle dans son éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, photos faites uniquement à la maison parce que l'uniforme était interdit à l'extérieur. Tout ce qui était militaire, un uniforme... Et bon, quelqu'un en uniforme de l'armée française pouvait être arrêté d'un instant à l'autre dans la rue. Alors, retour sur juin 1940, Paris occupé, Hitler à Montmartre devant le lycée Rollin, c'était le 23 juin 1940, la veille de l'armistice de la honte, qui a été signé dans un wagon à Compiègne, comme vous le savez tous. Et en octobre 1940, les Juifs sont exclus de la fonction publique. Fernand Cohen, l'ancien professeur de Lucien, exclu du lycée Rollin, avec son collègue et ami Paul Lévy, qui avait aussi été professeur de Lucien Gaspard, tous deux anciens professeurs, comme j'ai dit.
Le professeur Cohen, en janvier 1941, devient directeur de l'orphelinat Rothschild. Et c'est là que Marie-Rose Lévy et Lucien Gaspard, tous deux amis d'Albert Cohen, le fils de Fernand Cohen, vont se rencontrer en mars 1941 pendant des congés de Lucien qui revient de Lyon à l'orphelinat Rothschild. Voilà les prescriptions de la circulaire d'octobre 40, l'exécution au lycée Rollin, l'exclusion du professeur Cohen, Fernand Mardoché, professeur agrégé, et du professeur Paul Lévy. Ceci est tiré des archives du lycée Rollin. Une petite parenthèse sur Daniel de Courdemanche. Daniel de Courdemanche, professeur d'allemand au lycée Rollin. Il sera aux origines de la presse résistante en 1914 et il était un proche ami de mon grand-père, Paul Lévy, qui l'aidait à préparer sa thèse sur le romantisme allemand, à laquelle Daniel de Courdemanche a travaillé jusqu'à son arrestation en 1942. Arrêté par la police française avec Jacques Solomon et Georges Politzer, livré aux Allemands et fusillé le 30 mai 1942 au Mont-Valérien. Le lycée Rollin célèbre tous les ans l'anniversaire de l'exécution de Daniel de Courdemanche. Son nom sera donné au lycée Rollin en août 1944. Voilà, alors si vous pouvez visiter le lycée Rollin, qui a une fonction de musée dans les journées du patrimoine, et au Grand Parloir, vous pouvez voir une fresque d'un professeur de dessin de l'époque qui s'appelait Alfred Lope-Montel, que j'ai eu moi-même comme professeur de dessin quand j'avais 10 ans. Donc au Grand Parloir du lycée Jacques de Cour, sur cette fresque, vous pouvez voir, elle représente de façon onirique le martyr de Jacques de Cour, et avec les professeurs résistants. En bas en blanc, c'est la fille de Jacques de Cour, qui s'appelle Brigitte de Cour, elle est d'ailleurs toujours vivante. Et vous voyez tout à fait en bas à droite sur la fresque, Fernand Cohen et Paul Lévy, qui ont été représentés, Alfred Montel, je pense, par les deux photos que je vous montre. Retour sur 1940, Paris occupé. La famille Gaspard a quitté Paris en exode le 12 juin 1940, 2 jours avant l'arrivée des Allemands. Lucien est parti à vélo passer les oraux de Polytechnique, j'ai dit tout à fait, pendant que la famille Lévy quittait Paris au même moment. Elle est revenue en juillet. Marie-Rose reprend ses études à la Sorbonne. Elle les avait commencées en 1938-1939 et elle arrêtera en 1942 pour entrer en clandestinité sous un faux nom et dans un autre logement. Les éclaireurs israélites, autre vivier de futurs résistants. Alors, Marie-Rose a été éclaireuse à la section Esther Montolon, dans le 9e arrondissement. Ce sont de futurs cadres de la 6e. La 6e, c'était l'organisation clandestine des éclaireurs israélites pendant l'occupation allemande. Ici, Marie-Rose Lévy, très jeune. Donc, les sorties en forêt de Fontainebleau des éclaireurs, je passe vite parce que c'était assez courant à l'époque. Et 2 éclaireuses israélites parisiennes de l'avant-guerre, Marie-Rose Lévy, dont je viens de parler, et Hélène Baird, dont vous avez entendu parler, puisque ses mémoires, son journal est devenu célèbre il y a une quinzaine d'années. Hélène Baird, étudiante en anglais à la Sorbonne, Marie-Rose Lévy, étudiante en allemand à la Sorbonne, elles avaient exactement le même âge. Marie-Rose, éclaireur israélite de la section Montelon, Hélène, éclaireuse de la section Suffren. Donc, elles se rencontraient dans les camps des activités communes, et elles étaient toutes deux éducatrices bénévoles à l'orphelinat Rothschild en 1942. Janvier 1941, le professeur Fernand Cohen prend la direction de l'orphelinat Rothschild. Albert Cohen s'installe avec toute sa famille au premier étage de l'orphelinat. Donc, c'était encore le début de l'occupation. Albert Cohen, ça c'était la fête de Purim, fête juive traditionnelle en mars 1941. C'était un peu le carnaval juif. Jean Cohen, jeune frère d'Albert, au premier étage, à la fenêtre du premier étage. Et le professeur Fernand Cohen, devenu directeur de l'orphelinat. Et Lucien Gaspard l'a retrouvé au moment de ses premiers congés, en décembre 1941 et début janvier. Décembre 40, début janvier 41, son ancien professeur qu'il révérait et ses copains éclaireurs, etc. Il les a tous retrouvés à ce moment-là à l'orphelinat Rothschild
au début de l'année 41. Albert Cohen et Nisha Bienenfeld ont commencé leur scolarité à l'école de physique et chimie de Paris. Ils avaient été reçus au concours de 39, mais ils avaient quitté Paris et ils continuaient après Paris Polytechnique, après avoir été reçus. Donc, après avoir échoué à Polytechnique ou Nisha Bienenfeld, je crois qu'il a été collé à l'oral, mais de toute façon, pour les élèves juifs en 40, ça devenait très problématique. Donc, ils sont tous les deux rentrés à Paris et ont commencé leur scolarité à physique et chimie, qui n'ont pas pu terminer à l'époque parce que ça devenait impossible de rester à Paris pour des élèves juifs. Et alors, on voit sur cette photo qui est très intéressante Albert Cohen et Marc Camon, Nisha Bienenfeld et Thérèse Tedesco, côte à côte. Et alors, ils étaient tous les quatre enseignants bénévoles à l'orphelinat Rothschild, à ce moment-là, début en 41. Marc Camon, ils étaient tous éclaireurs israélites, sauf Albert Cohen, qui n'était pas éclaireur. Et ils animaient en 41 les activités de l'école pour jeunes filles de l'orphelinat Rothschild. Marc Camon deviendra en 1942, il est un responsable des papiers de la 6e, l'organisation clandestine des éclaireurs israélites, déporté, arrêté par les Allemands avec des valises de faux papiers. Il était le principal fabricant de faux papiers, il était chimiste. Il a été déporté par le convoi 77 de Drancy, le dernier convoi complet parti en juillet 44, assassiné. Thérèse Tedesco fera passer des groupes d'enfants en Suisse avec les éclaireurs israélites de Grenoble, dont je vais parler tout à l'heure, et Georges Loinger, assassiné à Annemasse au printemps 1944. Pendant ses congés parisiens, donc Lucien se rend chaque jour rue Lamblardy, à l'orphelinat, au service de ce professeur Fernand Cohen, auquel il doit sa réussite, et au service des jeunes filles de l'orphelinat. C'est là qu'il rencontre Marie-Rose Lévy, comme je l'ai toujours dit. En 1942, les choses deviennent dramatiques. Les Allemands transforment la fondation Rothschild en annexe du camp de Drancy. La police française multiplie les rafles. 17 juillet 1942, les rafles du Veldiv. Lucien est en train de passer ses examens de sortie de l'X à Lyon. J'ai des lettres poignantes échangées entre Albert Cohen et mon père qui racontent ce qui se passait à Paris avec les rafles et la rafle terrible. À l'orphelinat, une dizaine des élèves de Marie-Rose et Lucien sont raflés, emmenés à Drancy. Elles sont toutes déportées et assassinées. Et quelques exemples dont on a les photos. Margot Spira, Margit Görlitz, elles étaient allemandes ou autrichiennes surtout. Les sœurs Becker, qui étaient autrichiennes. Cette Lucie Lunenfeld, autrichienne. Je l'agrandis ici parce qu'elle était en apprentissage à l'atelier de couture de Lucienne Gaspard, ma grand-mère. Elle était en apprentissage chez mon père, à l'atelier de couture, au moment où elle a été arrêtée à l'orphelinat et déportée. C'était une chose que j'ai appris très longtemps après la guerre. Mes parents ne parlaient pas de tout ça. Toute la fondation de Rothschild a été transformée en annexe de Drancy. Le 10 11 février 1943, nouvelle rafle d'enfants par la police française à l'orphelinat pour compléter un train de déportés en partance. Cette plaque qui se trouve au 7 rue Lamblardy, qui est maintenant un immeuble, l'orphelinat a été détruit. À l'entrée de l'immeuble, vous avez cette plaque qui commémore la déportation de tous ces élèves, dont une bonne moitié, sinon les 3/4, étaient des élèves de mes parents et d'Albert Cohen et de leurs amis en 41-42, jusqu'au début de 43. Après cette seconde rafle, l'UGIF ferme l'orphelinat. Les enfants sont dispersés vers des homes et des familles d'accueil. L'orphelinat devient jusqu'à l'été 44 un hospice annexe de Drancy. Et le professeur Fernand Cohen a été obligé de garder la direction. 126 vieillards seront déportés de cet endroit qui était avant un orphelinat. Voilà. Et mes parents, occasionnellement, ont participé au réseau qui cachait les enfants, qui les emmenait dans des familles d'accueil, dans d'autres établissements scolaires. Voilà. Je m'arrête là un instant avant de passer à la fin. Il est déjà presque 45 minutes. Où l'on est, ça va? Presque 45 minutes. 45 minutes? Oui. Bon, je vais aller très vite. Je suis désolé, j'ai été trop long. J'en ai préparé trop. Je vais accélérer. Je ne vais pas tout présenter. Voilà, ouais, on arrive, on est encore de l'année funeste. L'après-guerre, on ira vite. Bon, je passe très vite sur les activités de Polytechnique. Alors, un hommage au cocon préféré de Lucien Gaspard. Il s'appelait Jean-Jacques Leven.
X bis. Il était juif, qui a été séparé en 1941 de sa fiancée Mado Lévy. On a tout là-bas, je crois, Brigitte Zana. Bonjour Brigitte. Bonjour. Tu es la fille de. Marianne, c'est Marianne, c'est pas Brigitte. Marianne est là? Brigitte, elle est Bonjour Marianne. Bonjour Marianne. Donc Marianne est là et Brigitte est en ligne, qui sont toutes les deux, les deux filles de Jean-Jacques Leven. Voilà, et alors il était très marrant et très actif, Jean-Jacques Leven. Il a été le scénariste de la seule revue Barbe organisée à Lyon, selon la tradition polytechnicienne, en décembre 1941. Voilà, c'est des documents que mon père avait gardés. La comice de la promotion 41, il y a une vedette qui est le Généca. Il y a que même Mickaël, il a un certain Claude Chesson, qui deviendra commandant de char de la 2e division blindée du général Leclerc et qui sera ensuite, plus tard, ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand pendant plusieurs années et plus tard encore commissaire européen. Donc, c'était le chef de la comice de la promotion 1940. Quelques autres, André Turcat, bientôt pilote des forces aériennes françaises libres, futur pilote d'essai de Concorde, et qui menait la campagne de Caisse en mai, j'ai écrit mai 2021, en mai 1941 à l'école. Serge Ravanel, qui s'appelait Serge Hacher à l'origine, qui est devenu Serge Ravanel, colonel, chef des FFI lors de la libération de la France, même promotion. De la promotion 38, André Bollier, qui deviendra le plus grand imprimeur de la presse résistante, mort en héros en 1944. J'en dis pas plus parce que bien sûr Dionnet est là et c'est à lui de parler de son père. Et je retourne à Paris en 1941-1942. Lucien se rendait chaque jour à l'orphelinat. Au printemps 1943, il se rendra presque chaque jour. Il est devenu Lucien Lamy. Il porte un faux nom, bien sûr. Et il fait du renseignement. Je n'ai pas le temps de parler de cette histoire d'une lettre. Lucien va essayer d'organiser avec le professeur Cohen une filière d'exfiltration en zone sud de jeunes filles de l'orphelinat qui avaient de la famille en Amérique et qui souhaitaient partir avec les derniers convois vers les États-Unis. Ça n'a pas marché et ça s'est très mal passé d'ailleurs pour Lucien. J'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle L'histoire d'une lettre, dont il y a quelques exemplaires ici si vous voulez l'obtenir. Voilà la lettre dont je parle. Je n'ai pas le temps d'en parler ici, qui était envoyée aux États-Unis par Lucien depuis Lyon. La semaine suivante, les rafles du Veldiv. Marthe Bégon s'installe à Lyon, donc Lucien sortait de l'école, rue Romarin, tout près du siège de Lauzet. Probablement, Marthe Bégon s'est occupée avec Lucien, qui revenait à Lyon occasionnellement, de l'aide à Lauzet pour les cages d'enfants qui partaient dans la nature. Madeleine Kahn, la sœur aînée de Robert Kahn, qu'on a vu tout à l'heure, s'occupait en particulier des convois d'enfants vers le Chambon-sur-Lignon. Et elle avait besoin de pas mal de gens. Je pense que mon arrière-grand-mère, Marthe Bégon, la mère de Lucien, est allée à Lyon spécialement pour ça. Elle s'est fait domicilier à Lyon à partir de la fin juillet 1942. Voilà, ici, Lyon, à Lyon, Villeurbanne plutôt, c'est à Villeurbanne cette photo, Marthe Bégon avec Lucien, son petit-fils. C'était la fin probablement pendant ses examens de sortie en 1942. Alors, Lucien, à la sortie de l'école, commence une année de stage d'ingénieur. Où est-il affecté, comme c'est curieux, à la gare du Bourget de Drancy. Chaque matin, il prend un train à 7h42 à la gare du Nord, en sortant de chez lui. Il descend à la gare du Bourget et il peut, 3 fois par semaine, il voit arriver un train de 1000 juifs raflés en zone sud, partir le lendemain matin, un train de déportés, y compris des trains de déportation d'enfants. Vous voyez, c'est des dessins qui sont au mémorial de la Shoah. Et en fin d'après-midi, Lucien Gaspard, sous le nom de Lucien Lamy, arrive à l'orphelinat Rothschild, donne ses cours et rencontre probablement, il faisait du renseignement sur les convois de déportation. Il y avait des résistants à la CNCF de Drancy avec lesquels probablement mon père devait échanger des informations, je suppose. Il n'en a jamais parlé après la guerre et il est mort malheureusement quand j'étais beaucoup trop jeune pour en parler avec lui. Le professeur Fernand Cohen, sa femme, son plus jeune fils sont arrêtés, internés à Drancy, précisément au moment où Lucien fait son stage à la gare du Bourget.
Lucien rejoint les Cohen, il a assisté à leur arrestation, il était à l'orphelinat à ce moment-là, et les Cohen seront libérés en décembre 1942 grâce à un camarade d'Albert et de Lucien à Rollin qui s'appelait Maurice Lugan, qui était un camarade de terminale, ancien élève de Fernand Cohen. Tout ça a été raconté d'ailleurs par Annette Vieillorca dans son livre sur Drancy. Le jeudi 24 septembre, voilà, ça je l'ai déjà dit. Ici, c'est une photo très intéressante. C'est après le retour de Drancy, le plus jeune fils du professeur Cohen suit les cours de Rollin avec son étoile jaune jusqu'à la libération, pendant plus d'1 an. Alors, la famille Lévy, pendant ce temps-là, se cache. La famille Lévy se cache, se terre, tout volet fermé. Marie-Rose Lévy, devenue Janine Morin, habite dans le 17e arrondissement, un petit appartement, et Paul Lévy refuse l'étoile jaune pour sa famille, qui réchappera grâce à ça, en se cachant pendant 2 ans, sans jamais sortir. Bon, je n'ai pas le temps de m'appesantir. Colette Brulman était la dernière survivante du réseau de cache d'enfants de Rothschild. Elle m'a appris beaucoup de choses sur ce réseau, parce qu'elle était à l'orphelinat le jour de la dernière rafle, en même temps que ma mère, qui m'a parlé de ça à la fin de sa vie avec des sanglots dans la voix. Le réseau Garel, bon, je n'ai pas le temps de tout ça, c'est des hommages à tous ces grands résistants qui ont créé et développé ces réseaux de cache et permis le sauvetage de milliers d'enfants juifs. Les réseaux de Lozé, des éclaireurs israélites, donc, auxquels mes parents ont participé. Fernand Cohen et sa famille à l'orphelinat Rothschild, donc, qui ont été très actifs. Ici, c'est une photo prise vers la fin de la guerre, au domicile de Marie-Rose Lévy, dans le 17e arrondissement, au Batignolles. Lucien Gaspard, qui s'appelait Lucien Lamy, Marie-Rose Lévy, Janine Morin, Albert Cohen, qui était devenu Albert Hugon. Il s'était caché à Marseille pendant un bon bout de temps. Voilà, aussi un bref hommage aux fondateurs, dont ce Georges Loinger, qui a été l'un des grands chefs de la résistance juive et qui est mort à 104 ans et qui a écrit la préface du 2e volume de mon histoire familiale. C'était un monsieur extrêmement impressionnant. Vous voyez sa photo pendant la guerre et sa photo en 2004-2005, quand je lui rendais visite chez lui. Éclaireur israélite de la 6e à Grenoble, je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup. Il y avait Nisha Bienenfeld se trouvait dans ce groupe. Il était à ce moment-là dans le Vercors, à Villard-de-Lans. Il avait créé une section d'éclaireurs. Ici, Liliane Lieber et Théo Klein. Théo Klein qui avait été un élève de primaire avec mon père au pied de la butte Montmartre et qui deviendra le président du CRIF dans les années 80-90. Voilà, je n'ai pas le temps de beaucoup. Ici, Lucien Gaspard, Nisha Bienenfeld, Albert Cohen, dans le Vercors, Pâques 1942, au moment où il s'occupait de chercher des caches pour les enfants juifs. On les retrouve ici aussi. Le réseau Garel, le réseau de caches, on a déjà vu ça. 44-45, la fin de la guerre, Paris libéré. Les barricades rue Condorcet près du lycée Rollin. Et le lycée Rollin devient lycée de Cours-de-Manche et bientôt Jacques de Cour. Mon grand-père, Paul Lévy, était d'ailleurs devant le lycée ce jour-là. C'était vers la fin août 1944, juste la libération. Après-guerre, les familles Lévy et Gaspard s'agrandissent. Mes parents, une petite fille, ma grande sœur, et un petit garçon, c'est moi. Voilà. Et donc, j'ai raconté tout ça de façon plus détaillée que je ne peux le faire aujourd'hui, malheureusement, dans ces 2 volumes d'histoire familiale, préfacés par Annette Vieillorca, généralement, et l'autre, Georges Loinger et Cathy Hazan. Cathy Hazan est l'historienne de Lozé, avec qui j'ai beaucoup travaillé pour rassembler des documents. Voilà. J'ai été trop long, je suis désolé. J'ai été beaucoup trop long. Peut-être prendre juste 1 ou 2 questions le temps qu'on change l'affichage. Oui, Bert. Moi, j'ai 3 raisons d'être ici gratuitement. Je suis à la fois cotisant de la SABX, cotisant de X Résistance et fondateur de la bourse de Lucien. Mais je veux dire,
j'ai entendu dans votre discours précédent c'est un nom que j'ai connu quand j'étais à l'école, mais ça ne me rajeunit pas. Le prince Ringuet, Tuffon et l'autre Paul Lévy, et Lysia, enseignant en 1953 sur la montagne Sainte-Geneviève. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui est une journée spéciale, puisque c'est une journée fixée par les Nations Unies il y a quelques années pour la commémoration de la cette réunion. Un grand merci en tout cas, Michel, pour cette rétrospective passionnante, à la fois sous l'angle des principales, qui est celui du sauvetage d'enfants juifs, et sous l'angle de Polytechnique à Lyon. Il y a des photos de la promo 41 qui sont communes avec l'album de la promo 38. Et pour la petite histoire, le prince Ringuet, qui était professeur en 38 déjà de mon père, non seulement il a accueilli des élèves juifs en 41 dans son laboratoire en Haute-Savoie, ce que Bernard Lévy raconte, mais il a été aussi mon professeur en 64 à l'école politique. Donc c'est l'un des plus anciens et les plus durables. Et en réalité, ce dont je me souviens le mieux, ce n'est pas de ses cours de physique, qui étaient pourtant assez abordables, c'était le fait qu'il a été élu à l'Académie française l'année où il était mon professeur, et qu'il nous a expliqué pendant 1 heure que être élu à l'Académie française, c'était beaucoup plus compliqué que la physique quantique, parce qu'il fallait déchiffrer, décrypter tous les mensonges des gens qui vous appelaient, qui vous invitaient, soit pour vous encourager, soit pour vous décourager. Et ceux qui vous découragent votent pour vous, et ceux qui vous encouragent votent contre vous. Alors c'est assez compliqué. Avant de poursuivre, je voudrais juste apporter une précision et parler d'un autre livre. Michel nous a beaucoup parlé de la grande résistante Madeleine Kahn, qui plus tard a épousé M. Dreyfus. Il y a un livre écrit par un polytechnicien qui parle beaucoup de Madeleine Kahn. C'est un polytechnicien de la promo 51, donc Raphaël connaît. Il s'appelle Pierre Nelson. Il a été déporté à Bergen-Belsen et il a raconté sa vie dans un livre qui s'appelle, je crois, Une si douce enfance. Une si douce enfance. Une si douce enfance. Ouais, et il parle beaucoup de Madeleine Kahn. Publicité pour un livre polytechnicien qui ne pourra malheureusement pas être au Salon du Livre organisé par la SADIT, puisque Pierre Nelson nous a quittés, je crois, en octobre 2020. Il peut y avoir des livres d'auteurs décédés. Mais alors, dans ce cas-là, il faut quelqu'un qui les finance, l'achat. Alors, je mets juste le... Alors, oui, l'iPad, là. Voilà. Voilà, donc j'ai juste mis l'enregistrement de mon appareil photo pour compléter l'enregistrement Zoom. Ça dure une demi-heure, donc enfin, il ne peut pas filmer plus d'une demi-heure, donc je vais faire en une demi-heure. Donc, Hubert a rappelé qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de commémoration des victimes de l'Holocauste. Et donc, à cette occasion, pour la première fois, on va parler des polytechniciens justes parmi les nations, puisque jusqu'à présent, la liste de ces justes n'était pas connue. Alors, en introduction, rappelez le contexte. En 1953, le Parlement d'Israël, la Knesset, crée 2 choses, le mémorial de Yad Vashem, consacré aux victimes de la Shoah, et puis la distinction de justes parmi les nations, donc la plus haute distinction de l'État d'Israël à des civils, et qui récompense les personnes qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs. Juste parmi les nations, c'est une expression du Talmud, qui est Chassid Umot Haolam, littéralement pieux des nations du monde. Alors, pour être juste des nations, il suffit d'avoir sauvé un juif, on le verra avec certains polytechniciens, puisque pour reparler du Talmud,
qui sauve une vie sauve l'univers tout entier. Mais simplement, il faut aussi des témoignages et des preuves. Donc, Lucien Gaspard aurait pu être juste, mais encore aurait-il fallu qu'il y ait une recherche proactive de témoignages qui soit envoyée à Yad Vashem pour instruire le dossier. Si je peux t'interrompre un instant, Anna Ouais. Yorka Ouais. m'a demandé un jour Ouais. si ma sœur et moi avions Mm. envisagé de demander Ouais. un dossier Ouais. posthume. Je lui ai répondu que Lucien Gaspard aurait trouvé cette idée complètement saugrenue. D'accord. Alors, le nombre de justes aujourd'hui, c'est 28 000, un peu plus de 28 000 début 2022 et 80% qui viennent de 6 pays. Donc, la France, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne et l'Ukraine. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de savoir pourquoi il y en a proportionnellement moins en France qu'aux Pays-Bas ou en Belgique par rapport à la population. Ça mériterait une étude plus spécifique. Mais vous avez le diplôme et la crypte des noms à Yad Vashem à droite de la diapo. Alors, les gens qui ont suivi des Juifs pendant l'occupation, ils prenaient autant de risques pour leur vie que les résistants. Vous avez peut-être vu un téléfilm récent avec Mathilde Seigné et je crois que c'était Gérard Lanvin qui s'appelait il y avait juste dans le titre, et puis elle, à la fin, elle est déportée, elle revient de déportation. Donc, ils prenaient autant de risques que les résistants, que ce soit des résistants combattants ou des résistants qui apportent des papiers ou autres. Donc, à ce titre, l'X-Résistance se doit d'honorer la mémoire des X justes au même titre que celle des X-Résistants. Donc, pour ça, on a mené un travail similaire à celui de 2017 qui avait permis d'élaborer la liste des X médaillés de la résistance. Donc, voilà l'article de la jaune et la rouge à l'occasion du Magnan 2017 que j'avais écrit avec Serge Delvas. Sauf que c'était beaucoup plus rapide parce que au lieu de comparer la liste des X avec 48 000 médaillés de la résistance, il y avait 2588 entrées de justes, personnes, couple ou famille. Et donc, au lieu d'y passer des semaines, j'y ai passé quelques heures. Alors, sauf erreur de ma part, la liste est exacte. J'ai éliminé 131 faux positifs, c'est-à-dire des justes homonymes d'X, sachant que j'ai regardé tous les prénoms parce que parfois le prénom à l'état civil n'est pas le premier, donc il fallait vraiment faire attention. Et je pense qu'il n'y a pas de faux négatifs, c'est-à-dire des X justes qui seraient passés à travers les mailles. J'espère n'avoir oublié personne. Donc voilà les 7 justes X. Donc, ça va des promos 1899 à 1943. 2 en vert ont reçu la médaille de juste de leur vivant, les autres à titre posthume. Vous avez à droite les Juifs sauvés. Vous voyez que 5 sur les 7 ont sauvé une seule personne et que 2 ont sauvé un grand nombre de personnes. On va revenir individuellement sur les 7 justes. Alors là, un petit tableau statistique, mais vraiment à la grosse louche, qui montre que les X sont surreprésentés dans les statistiques de l'occupation. Alors ça mériterait d'être fait de façon un peu plus sérieuse, mais grosso modo, il y a une surreprésentation d'un facteur 15 dans les médaillés de la résistance. Alors, pas les médaillés à titre posthume, parce que la liste des médaillés, on a juste fait celle de l'annuaire de 53. Dans les morts en déportation, il y a un facteur 2. Dans les compagnons de la libération, alors là, c'est facteur 90. Et dans les justes, facteur 8. Donc, il y a vraiment une grande implication des X dans la résistance. Alors, il y en a également eu dans la collaboration, parce qu'il y a quand même eu un certain nombre de ministres X sous Pétain, de collabos. Je pense qu'ils sont également assez surreprésentés. Alors là, pas forcément par rapport à la population française, mais par rapport à la haute administration française. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Premier juste, c'est Jean Aujar. Donc lui, il était élève à l'école puisqu'il est promo 43. Il a été juste avec ses parents pour avoir hébergé une femme. Médaille décernée à Metz parce qu'il a été président de la Chambre de commerce et de l'Union patronale de la Moselle.
Et en mai 2016, un square des Justes est inauguré à Thionville en présence du grand rabbin de France et aumônier de l'X et docteur de l'école polytechnique, Chaim Corsia. Le second, c'est Jacques Faure. Donc lui, il a été nommé juste avec sa femme parce qu'ils ont accueilli une fillette de 3 ans et demi qu'ils ont présentée comme une cousine de la ville. Médaille délivrée à titre posthume en 2005. Et c'était un officier d'artillerie qui terminera sa carrière comme général de division. Pierre Genevet. Lui, il a été nommé juste avec sa femme Yvonne, qui était fille d'un général polytechnicien. En poste à Tarbes, il rencontre l'assistante de leur dentiste et il profite d'un déménagement vers Grasse parce que madame était atteinte de la tuberculose pour emmener cette assistante. Là encore, médaille à titre posthume parce qu'il est décédé en 72. Gaston Girousse. Alors celui-là, il est intéressant parce que quand on cherche des polytechniciens justes, on tombe forcément sur lui. Il y a un article dans La Jaune et la Rouge qui a été fait par son gendre. Et donc lui, il était président de compagnie d'électricité, donc il avait plus de 60 ans pendant la guerre. Il a établi des cartes d'agents, alors d'abord pour son avocat, maître Léon Netter, exclu du barreau par les lois de Vichy. Et puis il y a une voiture de service qui a conduit maître Netter, sa femme et sa belle-sœur en zone libre, puis en Suisse. Et par la suite, il a signé des tas de faux documents, des cartes d'agents, des ordres de mission. Il a permis à 300-400 juifs et résistants de passer en zone libre. Et il a également aidé son camarade de promotion, Louis K.N. Encore médaille à titre posthume. Pierre Merlin, lui, on le voit, ce n'est pas à titre posthume, on le voit avec sa femme en train d'admirer leur diplôme. Donc, c'est un ingénieur des ponts et chaussées affecté en Indre-et-Loire et ils hébergent une gouvernante juive, Rachel Kutierman, placée par les sœurs de Notre-Dame de Sion. Donc, il lui fournit une fausse carte d'identité, la fait passer pour sa cousine. Et il est mort l'année juste après la réception de son prix. Pierre-Robert de Saint-Vincent, une autre personne très intéressante. Il était gouverneur de la place de Lyon en 1942. Je pense que Vianney en a entendu parler. Un des fondateurs de l'Amitié chrétienne, œuvre fondée pour aider les Juifs persécutés. Et en 1942, Vichy demande le concours de l'armée pour déporter 550 Juifs de Perrache vers Drancy. Il refuse et il est limogé par Vichy le surlendemain. Et puis, lorsque la zone libre est envahie en novembre 1942, il doit se cacher. Lui, c'est le seul à avoir une page Wikipédia. J'ai oublié de vous dire que Gaston Girousse, il a aussi, vous le voyez en bas, une biographie avec notamment ses accomplissements sur le site de la Bibliothèque centrale de l'École polytechnique. Le dernier, je crois que c'est le dernier, oui, Charles Sève. Donc lui, il a été nommé juste avec sa femme parce qu'ils ont hébergé une jeune fille que leur fille avait rencontrée en colonie de vacances en Angleterre. Donc ils l'ont accueilli comme 11e enfant de la famille. Alors pour terminer, je voudrais évoquer quelques X dont les parents figurent au nombre des justes. Alors, rechercher les X dont les parents sont des justes, je pense que c'est un travail quasi impossible, parce qu'on ne sait pas toujours qui sont les parents. Mais j'en donnerai quelques-uns. Alors, les 3 premiers sont des ingénieurs du corps des mines, parce que les Annales des mines, enfin le site annales.org, a publié des biographies et a mentionné le caractère de juste des parents. Donc, il y a le père de Jean-Arthur Varocco, qui est un directeur de lycée, qui sauve le jeune Albert Königsberg. Arthur Varocco, c'est quelqu'un, je pense, d'assez connu parce qu'il a donné son nom à beaucoup de lycées ou d'autres choses. Roger Casala, qui est le père de Pierre Casala, sauve de nombreux juifs. Lui, il est dénoncé et mort en déportation. Émile Hugues et son épouse Lucie Lafitte, donc c'était le 2e mari de Lucie Lafitte, puisque c'est la mère de Pierre Lafitte, ancien directeur de l'école des mines.
Ils ont hébergé Denis Lévy, qui est un camarade de lycée de Pierre Lafitte, et ses parents. Et puis, on en revient à Claude Ramadier, dont Michel nous avait parlé, puisque son père, Paul Ramadier, était juste parmi les nations, pour avoir sauvé le professeur de droit Henri Brul, sa famille, et le député Salomon Grunbach. Alors, pour parler de Pierre Lafitte et de Claude Ramadier, ils ont participé au voyage du bicentenaire de l'école polytechnique en Israël en mai 1994, organisé par Hubert. Et on voit Hubert à gauche, entouré de 2 polytechniciens de la promo 1992, en train de remettre la gerbe polytechnicien ami d'Israël à la crypte de Yad Vashem. Et à droite, nous avons Claude Ramadier qui dévoile la plaque au nom de ses parents, Paul et Marguerite. Pour en savoir plus, donc, il y a un article qui va paraître dans les pages historiques du numéro de la Jaune et la Rouge de février 2023, dans quelques jours, donc sur 2 pages sur les polytechniciens juste parmi les nations. Et la rédactrice en chef de la Jaune et la Rouge a souhaité mettre en ligne cet article ce 27 janvier. Donc, vous avez un lien court à droite. Vous avez un autre lien court en bas où je partage sur ma Dropbox le fond documentaire, donc ce qu'on peut trouver sur Internet, sur les sites de Yad Vashem France ou Yad Vashem en général, concernant les X justes. Et donc là, vous pourrez en savoir plus. Le fond documentaire, je ne le laisserai peut-être pas indéfiniment, mais bon, je dirais quelques semaines, il sera bien en ligne. Et puis également l'appréciation du grand rabbin de France à qui j'avais soumis ce projet d'article. Je crois que j'ai fini. Et donc, s'il y a des questions, je serai heureux d'y répondre. J'ai fait assez vite, mais pour qu'on ait le temps de poursuivre autour d'un pot. Je vous enverrai les transparents, hein, et puis tous les liens, hein, et l'enregistrement, bon, celui sur appareil photo et celui sur Zoom. Je diffuserai tout ça dans les jours qui viennent, j'espère ce week-end. Oui, merci beaucoup. C'était un complément très polytechnicien à la présentation de Michel Gaspard. Et nous sommes en train, comme vous le savez, sans doute, de préparer un mémorial des polytechniciens résistants et des déportés. Il y aura évidemment les justes dedans. Et nous avons peut-être des chances d'avoir un étudiant qui va nous aider à aller un peu plus vite. Mais c'est un travail de longue haleine, puisque ça a déjà commencé en 2017, au moins, sans parler du fait que Jacques Maillet, en 91, disait que c'était nécessaire, mais à l'époque, ça posait trop de problèmes psychologiques entre les survivants et les autres. Donc là, maintenant, tout ça est apaisé, tous les résistants ou presque sont décédés, et on peut travailler avec plus de sérénité. Il y a une chose. Le milieu mémoriel résistant n'est pas que polytechnicien. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que les résistants ont du caractère. Et parfois même, ils ont un peu mauvais. Mais ça fait partie du mémoriel. Là, maintenant, il se trouve que je suis, grâce à Bernard Résenbert, que vous connaissez tous presque, que je suis trésorier de la Fondation de la Résistance. Donc, c'est bon, voilà. Ça reste encore très vivant, voilà, la mémoire. C'est plein de pièges psychologiques. Transmission. Ah oui, ça, aux enfants et aux petits-enfants, etc. Et puis alors, surtout, il n'y a que des présidents. L'idée de ne pas être président de quelque chose, c'est pas bien. Des dernières interventions, questions pour Michel ou pour moi-même?
Bon, on va boire un coup. Alors. Voilà. Et merci Michel. Merci Olivier. Merci pour tout. Je vais mettre la photo.